Bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver cet après-midi pour faire le tour de l'actualité internationale. Au sommaire de cette édition au Nigeria, progrès dans la lutte contre les enlèvements massifs. En Guinée-Bissau, soupçon d'irrégularité lors des élections. Et pour finir, au Cameroun, Issa Chiroma Bakary accueilli en Gambie pour des raisons humanitaires. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales, administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Comme je l'annonçais en titre au Nigeria, les dirigeants militaires ont rencontré dimanche le président Bola Tinubu à Abuja après une série d'attaques ciblant des établissements scolaires. Cette réunion urgente fait suite à plusieurs attaques dans le centre du pays. L'armée a annoncé des progrès dans la lutte contre les enlèvements massifs. Tous les détails sont à suivre dans ce reportage de France 24. Les autorités nigérianes ont tenu dimanche une réunion d'urgence à Abuja où les dirigeants militaires ont informé le président Bola Tinubu de la situation sécuritaire après une série d'enlèvements perpétrés par des groupes armés visant des écoles et des lieux de culte dans plusieurs États du nord et du centre du pays. Nous recevons actuellement d'excellentes nouvelles de l'État de Kwara. Les 38 fidèles enlevés dans une église ont pu retrouver leurs familles. Des progrès ont également été enregistrés dans l'État du Niger, où plus de 51 étudiants ont été réunis avec leurs proches. Aucun groupe n'a pour l'instant revendiqué ces attaques. Les autorités assurent que des unités tactiques et des chasseurs locaux restent déployés pour retrouver les personnes toujours portées disparues. S'agissant de l'État de Kebbi, les efforts entrepris portent eux aussi leurs fruits. Des progrès substantiels ont été accomplis dans ce secteur et l'ensemble des forces de sécurité demeurent déployées au sein d'un cordon de protection couvrant toute la zone. Cela nous permet d'espérer recevoir très prochainement des informations encourageantes en provenance de cette région. Ces attaques surviennent alors que le président américain Donald Trump affirme que les chrétiens seraient persécutés au Nigeria, bien que les violences frappent autant les chrétiens que les musulmans. Au Cameroun, l'opposant camerounais Issa Chiroma Bakary, arrivé en deuxième position lors de la dernière élection présidentielle, a été accueilli temporairement en Gambie pour des raisons humanitaires. Cette annonce a été faite par le gouvernement gambien le 23 novembre mentionnant des négociations en cours. Extrait RFI. Issa Chiroma Bakary à Banjul, le candidat déclaré deuxième de la présidentielle au Cameroun, est en Gambie. C'est le gouvernement gambien qui l'a annoncé hier dans un communiqué, évoquant des raisons humanitaires et parlant également d'éventuelles négociations en cours entre l'opposant et le pouvoir camerounais avec le gouvernement nigérian dans le rôle de facilitateur. RFI Yaoundé, Polycarpe Samba.
Selon le gouvernement gambien, Issa Chiroma Bakary séjourne à Banjul depuis le 7 novembre. Depuis quelle destination de départ, le communiqué ne le dit pas, mais des sources gouvernementales au Cameroun qui affirment tout connaître de son parcours disent qu'il a transité par Yola au Nigeria, ville qui a la caractéristique d'être proche de la frontière avec le Cameroun, et notamment de Garoua, ville natale d'Issa Chiroma Bakary, et dans laquelle il était retranché avant son départ du Cameroun entre fin octobre et début novembre, indiquent les mêmes sources. C'était au lendemain de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle qu'il conteste. Le communiqué du gouvernement gambien dit qu'Issa Chiroma Bakary est accueilli temporairement pour des raisons humanitaires dans l'esprit de la solidarité africaine et dans le but d'assurer sa sécurité. Cette information est confirmée par l'entourage d'Issa Chiroma qui justifie le choix de Banjul par la liberté qu'elle donne à l'ancien ministre de pouvoir continuer à s'exprimer dans un environnement où sa sécurité est assurée. Et du côté du pouvoir, justement, l'information sur d'éventuelles négociations qui seraient en cours en vue de la résolution des tensions post-électorales est battue en brèche par une source gouvernementale sous anonymat. Rien ne le justifierait, d'autant plus, estime la même source, qu'il n'y a aujourd'hui aucune crise post-électorale. En Guinée-Bissau, près de 96 000 électeurs ont voté ce dimanche pour élire leur président et renouveler les centres de siège du Parlement. Si le vote s'est déroulé dans un climat calme, des irrégularités ont été signalées. Extrait RFI. Eux votaient hier pour élire leur président, mais aussi leurs députés. Près d'1 million de Bissau-Guinéens étaient appelés aux urnes. Dans ce scrutin, Umaro Sissoko Embalo brigue un second mandat et fait notamment face au candidat indépendant Fernando Dias. On ne connaît à ce stade ni le taux de participation ni les résultats. La Commission nationale des élections doit les publier dans les prochains jours. En attendant, elle l'assure, il n'y a pas eu d'incident majeur, mais certains électeurs qu'Eva Massi a rencontré parle d'irrégularité. Reportage. Au bureau de vote du lycée Kwame Nkrumah en plein centre de Bissau, une trentaine de personnes sont venues assister au dépouillement. Ce sont surtout des jeunes dont plusieurs filment la scène et la diffusent en direct sur les réseaux sociaux. Mamadou Bakar Kamara a voté ici plus tôt dans la journée et souhaite suivre tout le processus de ses propres yeux. Je publie en live sur TikTok pour que ceux qui ne sont pas présents puissent suivre, comme nos frères de la diaspora. On vient pour s'assurer qu'on ne vole pas nos votes. Un peu en retrait, Peter Fernandez reste bouleversé de n'avoir pas pu voter. Selon lui, son nom aurait disparu des listes électorales. Je n'ai pas pu voter, c'est ici ma circonscription électorale, mais ils m'ont dit que mon nom ne figurait plus sur la liste. Beaucoup de personnes sont dans mon cas, ils sont tous là-bas à la Commission nationale des élections, ils sont allés réclamer, j'étais avec eux, je viens de les quitter. Lors d'une conférence de presse ce dimanche soir, la Commission nationale des élections a indiqué qu'aucune irrégularité majeure n'avait été signalée jusqu'à la fermeture des bureaux de vote, hormis, je cite, quelques petits incidents résolus dans les délais. Selon le code électoral, les résultats définitifs doivent être publiés dans un délai maximum de 10 jours après le scrutin. Eva Massi, Bissau, RFI. À Genève, des responsables américains et ukrainiens ont poursuivi leurs discussions sur la crise en Ukraine. Les deux parties insistent sur le fait que la Russie doit pleinement respecter la souveraineté de Kiev. Cette annonce fait suite à plusieurs pourparlers entre Américains, Ukrainiens et Européens. Retrouvez tous les détails dans ce reportage de France 24. Faire passer la pilule après le choc de l'annonce d'un nouveau plan de paix élaboré sans l'Ukraine. C'est ce que se sont efforcés de faire les responsables américains à Genève. À l'issue des réunions, Marco Rubio s'est dit très optimiste. Je pense que nous avons accompli des progrès considérables. Vous savez, nous avons commencé il y a presque 3 semaines avec un document de base que nous avons présenté et examiné avec les deux parties, en tenant compte de leurs contributions respectives. Juste avant, les négociateurs ukrainiens se sont entretenus avec la délégation américaine. Outre Marco Rubio, l'envoyé spécial de Donald Trump, Steve Witkoff, ainsi que son gendre, Jared Kushner, ont fait le déplacement. Vendredi, Kiev s'est vu remettre par Washington un document en 28 points, censé permettre de mettre fin à la guerre. Nous sommes arrivés ici aujourd'hui avec un objectif précis, réduire les points en suspens parmi les 28 ou 26 points retenus, selon les versions successives. Nous y sommes parvenus aujourd'hui de manière significative. Bien entendu, comme pour tout accord final, ces points devront être approuvés par les présidents et il reste quelques questions à régler. Quelques questions à régler, un euphémisme alors que le plan initial reprend la plupart des revendications de Moscou.
L'Ukraine serait notamment contrainte de céder des territoires non conquis ou encore de réduire à 600 000 soldats ses forces armées. Mais Kiev s'efforce de ne pas froisser le président américain. Nous avons fait de très bons progrès et nous avançons vers une paix juste et durable. Le peuple ukrainien mérite et souhaite cette paix plus que quiconque. Il est important que nous dialoguions avec les Américains et nous avons des signes indiquant que l'équipe du président Trump nous entend. L'Ukraine à nouveau taclée l'après-midi même par Donald Trump sur son réseau social. Le président américain reproche à Kiev son manque de gratitude. Ce dernier a donné jusqu'au 27 novembre aux Ukrainiens pour accepter le plan. Mais dimanche, Marco Rubio a semblé relativiser cette date butoir. Des représentants européens étaient également présents à Genève pour tenter d'infléchir la position américaine. Plusieurs dirigeants de l'UE doivent se réunir ce lundi en marge d'un sommet en Angola. Au Moyen-Orient, lors du sommet de l'Union américaine et européenne, les enjeux de paix, de sécurité, de gouvernance et de multilatéralisme ont été au cœur des discussions. Les dirigeants des deux continents ont échangé sur les solutions à apporter aux défis sécuritaires et économiques actuels. Plus d'informations dans ce reportage de France 24. À Luanda, en Angola, s'est ouvert ce lundi le 7e sommet UA-UE, placé sous le thème « Promouvoir la paix et la prospérité grâce à un multilatéralisme effectif ». Un rendez-vous où les enjeux sécuritaires et économiques devraient occuper une place centrale. Comme nous le savons tous, l'incertitude prévaut sur la scène internationale. Les normes établies de la géopolitique internationale sont remises en cause. On assiste à l'escalade des conflits, à la montée du terrorisme et de l'extrémisme et à la dévitalisation du droit international. Certes, l'Afrique est en proie avec ses propres crises politiques, sécuritaires et développementales. Cependant, nos dirigeants ont depuis plusieurs décennies pensé et tracé la voie à suivre pour réaliser l'ambition d'une Afrique pacifique, intégrée et prospère. L'Union européenne cherche à renforcer son partenariat avec une Afrique convoitée pour ses matières premières critiques et son immense potentiel encore non exploité. L'Afrique et l'Europe sont confrontées aux mêmes questions. Comment créer des emplois de qualité pour nos populations? Comment répondre aux aspirations de nos jeunes? Comment réduire les risques et diversifier nos économies? Comment nous affranchir de dépendances non durables tout en garantissant l'accès aux capitaux, aux ressources et aux technologies dont nous avons besoin? Excellence, chers dirigeants, je suis convaincu qu'une grande partie des réponses se trouve dans notre partenariat. Dans un contexte économique mondial devenu plus conflictuel, plus que jamais, l'Afrique et l'Europe ont besoin l'une de l'autre. In a more confrontational global economy, Africa and Europe need each other more than ever before. Ce 7e sommet est la 3e édition organisée sur le continent africain après le Caire en 2000 et Abidjan en 2017. Et pour finir, en Asie, dans la nuit du lundi 24 au mardi 25 novembre, le Pakistan a mené des frappes en Afghanistan, faisant au moins 10 morts, dont 9 enfants dans les provinces frontalières de Khost, Kuna et Paktika. Ces frappes surviennent dans un contexte de tensions croissantes entre Islamabad et Kaboul. Le gouvernement taliban a condamné fermement ces attaques, promettant une réponse appropriée. Cette escalade intervient après un attentat suicide contre les QG des forces de sécurité pakistanaises. Les relations entre le Pakistan et l'Afghanistan sont particulièrement tendues depuis la prise de pouvoir des talibans à Kaboul, avec des accusations mutuelles concernant l'abri des groupes terroristes. Et voilà qui met fin à cette édition. Merci de m'avoir suivi et à demain.